Bonjour tout le monde, je m'appelle Saili et je vais modérer la session aujourd'hui. Donc, notre session est sur opportunités de carrière pour les pharmaciens dans le domaine de la chaîne d'approvisionnement et de la santé publique. La session va durer 90 minutes. Nous avons deux panélistes, Nicolas Tavagnuti et Dr. Ousmane Mahaman Imam. Euh, Il y a donc notre agenda de la session. On va commencer avec l'ouverture, la bienvenue et l'introduction. Euh, Puis l'annonce administrative, objectif du webinaire, tous les sondages, présentation des intervenants selon l'horaire prévu. Cela se fera par mois. Les présentations par Nicolas Tavagnuti et puis après, Dr. Osman va continuer. Puis à propos d'Empower School of Health et l'annonce du programme de master et des possibilités de bourse pour tous les cours chez Empower. Et puis on va avoir la session de questions-réponses. À la fin, sondage 2 et remarques de clôture par Empower et FESPA. Donc, l'objectif du webinaire, l'objectif principal de ce webinaire est d'expliquer les opportunités de carrière des pharmaciens dans la chaîne d'approvisionnement et la santé mondiale. Donc, sondage 1, c'est les questions générales. Quel est votre sexe? De quelle région géographique êtes-vous originaire? Quelle est votre formation académique? De quel secteur travaillez-vous? Quel est votre domaine d'activité? Pour quel type d'organisation travaillez-vous? Pour avoir une idée générale de votre travail et qu'est-ce que vous faites. Donc, répondez aux questions qui sont posées en cliquant sur les réponses qui vous concernent. D'accord? I request technical team to start the poll. D'accord, donc on a les résultats. On a 66% d'hommes, 24% de femmes. Il y a plus de gens qui viennent d'Afrique de l'Ouest et puis Afrique centrale. Il y a plus de diplômes de pharmacie, licence. Puis il y a les gens qui ont fait master dans le domaine gestion santé publique. Il y a 38% qui ont d'expérience moins de 5 ans, 80, 40, 30% de gens qui ont de l'expérience 6 à 10 ans. Puis il y a plus de gens qui travaillent dans le secteur d'ONG. Dans le domaine de la chaîne d'approvisionnement, il y a 62% de gens. D'accord. On va commencer maintenant notre premier panéliste, Nicolas Tavagnuti, qui est expert en gestion de la chaîne d'approvisionnement et achat public d'Empower School of Health. Il est un expert dans le domaine de la gestion d'approvisionnement et de processus d'appel d'offres. Fort d'une carrière internationale riche de plus de 25 ans, il excelle dans la gestion de projets complexes, orchestrant les ressources, budgets et équipes. Donc, je vous passe la parole, Monsieur Nicolas. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Très bien. Donc, je présume qu'il n'y a pas forcément que des pharmaciens, donc tout le monde est le bienvenu, même si le titre laisse penser que ce webinaire est pour les pharmaciens. Donc, tout le monde est bienvenu. Si vous êtes infirmier, docteur ou financier, vous êtes tous les bienvenus pour écouter notre session. On peut commencer, donc, diapositive suivante.
On peut commencer. Merci de couper vos micros et vos caméras. Ça évitera le brouhaha parce que vous êtes quand même près d'une centaine, donc ça permettra de s'entendre. Et puis surtout d'avoir une bande passante assez bonne. Donc, si vous voulez prendre la parole, on regardera ça plus tard. C'est Ali vous dira comment faire. Soit vous levez la main, soit vous appuyez sur un écho-chime. Donc voilà. Diapositive suivante. Donc voilà, je vous présente un petit peu Empower. Peut-être que vous connaissez, peut-être que vous connaissez pas. En fait, Empower est une organisation qui permet de développer ses capacités dans certains domaines. Donc, nous, Empower School of Health, on est spécialisé dans la chaîne d'approvisionnement, mais surtout et aussi dans le leadership. C'est-à-dire qu'on essaye de développer et d'apprendre aux personnes qui sont intéressées euh, de devenir des leaders, de pouvoir devenir des leaders dans la chaîne d'approvisionnement des produits de santé. Vous savez on peut être né leader, donc il y a à peu près 30% de personnes qui sont peut-être nées leaders, mais on le devient aussi. Donc on le devient comment? En suivant des formations. Et nous, Empower, nous formons les gens sur ce leadership qui est très très important. Parce que la chaîne d'approvisionnement, comme vous le verrez plus tard, est un domaine très complexe et on a besoin de leaders qui savent s'exprimer, qui savent faire donner donner une essence un petit peu à cette chaîne d'approvisionnement pour que les gens puissent travailler dans de bonnes conditions. Donc voilà, les domaines dont Empower s'occupe, donc c'est le leadership, la chaîne d'approvisionnement globale. On parle aussi beaucoup de pharmacie, donc on a l'introduction de nouveaux produits. On parle aussi, on a des cours sur les diagnostics, le laboratoire. Et puis on a aussi des cours sur le renforcement des personnels de santé, pharmaciens et infirmiers. Mais aussi, ces cours-là s'adressent aux non-pharmaciens, aux non-professionnels des personnels de santé. C'est-à-dire que si vous êtes logisticien, si vous êtes financier, si vous êtes responsable MNI, il n'y a aucun problème, vous pouvez suivre ces cours-là. Là, il y a pas de problème, ils sont faits pour tout le monde. Donc sur la droite, vous voyez tous les partenaires qui travaillent avec nous, donc il y en a quand même pas mal. Mais aussi, on a nos clients, c'est-à-dire que nous avons des partenaires, mais nous avons aussi des clients. Quelquefois, par exemple, on peut avoir un partenaire avec UNFPA, mais qui peut devenir aussi notre client. Donc c'est très interactif. Donc, on travaille dans beaucoup de pays. Ça, on va vous le montrer dans les prochaines diapositives. Et bon, on a fait plus d'un million d'heures de renforcement. Et il me semble qu'on a bien plus que 200 000, on a formé bien plus que 200 000 professionnels. Je crois qu'on a un demi-million parce qu'on en a parlé la semaine dernière lors euh, d'une, euh, d'une réunion très importante dont je vais vous parler. Je pense qu'on est à un demi-million. Diapositive suivante. Donc voilà, nous sommes en Afrique, évidemment. Donc là, vous voyez les pays où nous intervenons et avec qui nous intervenons. Mais nous intervenons aussi en Asie. Donc, nous ne sommes pas simplement ici. Nous intervenons en Asie, au Cambodge, en Thaïlande, etc. Nous avons aussi des étudiants qui se trouvent en Amérique du Sud ou en Amérique centrale. Donc là, oui, on est focalisé à l'Afrique parce que c'est un besoin qui est quand même assez criant. Donc, on a l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est. Pourquoi on a ces deux continents, ces deux parties? Parce qu'en fait, nos cours sont aussi bien en français qu'en anglais. Donc, si vous vous sentez à l'aise en français, les cours sont en français. Si vous vous sentez plus à l'aise en anglais, les cours sont en anglais aussi. Comme vous voyez, nous avons tous les partenaires. Donc, peut-être que vous les connaissez, peut-être que vous travaillez avec. Donc, je vous laisse le soin d'y jeter un coup d'œil. Diapositive suivante. Alors ça, c'est un petit peu le panel des membres qui composent Empower. Bon, vous avez des gens peut-être que vous connaissez déjà, d'autres que vous connaissez moins. Donc, les plus connus sont peut-être le professeur Lalbani, qui est quand même le créateur d'Empower. Vous avez aussi le professeur Andy Barracoud, docteur Denis Brown. Donc peut-être que vous connaissez certaines de ces personnes.
Et si vous êtes venu à Bangkok la semaine dernière, où on a eu, un très gros meeting Indaba avec, justement tous les grands partenaires. Il y avait, heu, il y avait eu NFPA, et cetera. Donc il y avait tous les grands partenaires qui participent à la chaîne d'approvisionnement. Nous étions là-bas et nous avons pu donc discuter avec, un petit peu tout le monde, et il y avait Paul et il y avait le professeur Andy aussi. Nous étions là-bas et nous avons vu pas mal en fait d'étudiants de Empower qui étaient présents, et on a pu échanger. Diapositive suivante. Alors voilà, vous allez me dire: «Bon, on aimerait savoir quand même qu'est-ce que c'est qu'une chaîne d'approvisionnement en produits de santé?» parce que peut-être certains d'entre vous ne le savent pas, d'autres, je présume, le savent très bien. Donc diapositive suivante. Voilà, alors là, vous avez une définition que vous pouvez trouver un petit peu, partout sur le net. La chaîne d'approvisionnement de produits de santé est un système complexe de processus et d'organisation qui permet de fournir des produits de santé depuis leur fabrication, d'accord, jusqu'à la distribution aux patients, c'est-à-dire à l'utilisateur des produits finaux. Donc, j'insiste sur le mot complexe parce que souvent on pense que la chaîne d'approvisionnement, c'est quelque chose de très simple. En fait, c'est assez complexe. C'est pour ça que nous faisons des cours, et que ce sont des cours très importants. On verra pourquoi par la suite. Donc, je voudrais que vous reteniez le mot aussi complexe. C'est pas quelque chose de facile. Diapositive suivante. Donc là, je vous ai mis un petit peu les activités qu'il y a dans la chaîne d'approvisionnement. C'est un cycle en fait. Ce sont des activités qui se suivent. C'est-à-dire que chaque activité a son importance et est liée à l'autre. Donc vous avez une sélection de produits. D'abord, on sélectionne les produits, on les quantifie, c'est-à-dire combien de produits on va avoir besoin pour un type de programme, pour un type de maladie, par exemple le VIH ou la malaria. Ensuite, on va acheter ces produits-là, on va se les faire livrer. Donc il y a tout un processus de dédouanement. On va les garder en stock, les enregistrer, puis nous allons les distribuer et nous allons nous assurer qu'il y a une utilisation rationnelle des médicaments avec de la pharmacovigilance. Donc vous comprenez que c'est assez complexe. C'est un cycle qui se répète, mais qui est très complexe. Et au centre, vous avez deux activités qui sont le CIGL, le système d'information de gestion logistique, qui permet de vérifier que tout se passe correctement dans chacune des activités. Et ensuite, nous avons un contrôle de qualité. Nous devons nous assurer qu'à chaque étape que vous avez citée ici, comme par exemple la quantification ou même les achats, nous faisons un contrôle de qualité pour nous assurer que les produits ont bien été achetés et que ce sont bien ceux dont on a commandé qui arrivent sur place. Donc, la connexion est très importante. Si vous vous trompez ou si une de ces activités est mal faite, elle peut avoir des conséquences très importantes sur les activités suivantes. D'accord? Donc, si par exemple, dans les achats, vous recevez, je ne sais pas, des produits qui sont pour la malaria alors que vous les avez commandés pour la tuberculose, il y a un problème. Donc, vous allez dire: attendez, vous avez acheté n'importe quoi. Peut-être pas. Peut-être qu'en fait, le problème se situe au niveau de la sélection du produit. C'est-à-dire que le mauvais produit a été sélectionné, a été quantifié et a été acheté. Donc, vous voyez, toutes ces activités-là sont très importantes et sont liées les unes aux autres. Diapositive suivante. Donc, pour, heu, pour un peu vous dire que la chaîne d'approvisionnement, c'est pas nouveau, il y a des livres qui ont été écrits en 1982, donc MSH a écrit les premiers livres. Puis en 1988, ça a été, l'OMS, et en 1998, ça a été USAID. Donc vous voyez la chaîne d'approvisionnement, c'est pas forcément, né en 2023 ou en 2024. C'est quand même quelque chose d'ancien, d'accord? Donc gardez ça à l'esprit, c'est pas une activité nouvelle, c'est pas un métier nouveau, et on en parlera un petit peu plus tard. Diapositive suivante. Et même pour vous le montrer, heu heu, la chaîne d'approvisionnement a plus de 3000 ans. Elle a commencé avec, les Égyptiens, avec, on va dire avec Alexandre le Grand, 350 ans avant Jésus-Christ. Donc vous voyez, c'est quand même quelque chose d'assez ancien, ça a plus de 3000 ans, et donc ça veut dire que cette chaîne d'approvisionnement, ça fait plus de 3000 ans qu'elle est en place, et donc on devrait être en mesure, là, en 2024, d'être capable de suivre et d'être parfait en chaîne d'approvisionnement, ce qui est pas le cas.
Et pourtant, on a plus de 3000 ans d'histoire au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Heu, Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc là, je vais vous parler des carrières d'opportunités dans la chaîne d'approvisionnement et santé mondiale. Vous allez voir que, vous avez toute votre place. Donc alors pourquoi envisager une carrière dans ce domaine-là? Beaucoup de gens ne savent pas trop ce que c'est que la chaîne d'approvisionnement et ont du mal à un petit peu comprendre pourquoi des pharmaciens, des infirmiers ou d'autres pourraient investir de l'argent dans une formation dans la chaîne d'approvisionnement. Ben, c'est bien simple parce qu'il manque du personnel et il manque du personnel, vous pouvez pas savoir combien de personnel il manque. Dans le secteur public, vous voyez, il y a plus de 2 milliards de personnes dans le monde qui n'ont pas accès aux médicaments. Pourquoi ils n'ont pas accès aux médicaments? Pour plusieurs raisons, d'accord? Elles sont listées là et vous avez aussi des liens qui vont vous permettre de mieux comprendre, ce qui se passe. Mais c'est aussi lié parce que notre chaîne d'approvisionnement n'est pas correcte dans le secteur public. Et si vous allez de l'autre côté, qui est le secteur privé, vous allez voir que même dans le secteur privé, il manque, des profils de la chaîne d'approvisionnement. Donc, vous voyez, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé, le manque est criant. Donc, vous avez des opportunités, vous, en tant que pharmacien, en tant que professionnel du secteur de la santé publique, même en étant logisticien, gestionnaire financier, en ayant une formation, vous pouvez aller dans ce secteur-là, dans le privé comme dans le public. Il y a de la place, beaucoup de place. Diapositive suivante. Donc, vous voyez, vous avez un petit graphique là sur la gauche. Et si vous avez de bons yeux, vous allez voir que, le plus haut que vous allez trouver, c'est au-dessus de 40. Ça veut dire que tout ce qu'il y a au-dessus, c'est ce qui manque, le personnel qui manque. Donc si vous êtes à 45, ça veut dire qu'il manque 55 de ce personnel et de ce profil-là. Dans tous les pays, dans tous les continents, quel que soit le profil, le manque de personnel dans la chaîne d'approvisionnement est énorme. Il y a un potentiel énorme pour vous. Regardez, le petit bonhomme là, ou plutôt le grand bonhomme, ça c'est la capacité de ressources humaines dont on a besoin. La capacité de ressources humaines au milieu dont on dispose, et la capacité, le petit bonhomme là, capacité de ressources humaines effectives. Voyez la différence entre ce dont on a besoin et ce qui est effectif. C'est énorme. Donc, si vous ne trouvez pas votre place en étant formé dans la chaîne d'approvisionnement, c'est que vous cherchez mal. Parce que les besoins sont énormes et les postes sont énormes. Diapositive suivante. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le Fonds mondial, le Global Fund. Alors, je pense qu'ils sont assez connus, vous les avez dans votre pays. Avec l'OMS, on fait un rapport et on dit que le taux de vacances dans le secteur public au niveau des ressources humaines pour la chaîne d'approvisionnement est à 71%. Imaginez 71%. Ça veut dire que le reste, ce n'est pas forcément des professionnels que vous avez. Dans la chaîne d'approvisionnement, souvent, on va dire: «Écoutez, on a besoin de quelqu'un, tiens, on vous prend, on vous met dans la chaîne d'approvisionnement et puis, faites ce qu'il y a à faire». Les gens ne sont pas formés et comme vous le savez, dans tous les métiers du monde, si vous n'êtes pas formé, vos actions peuvent être pénalisantes pour la suite des autres personnes avec qui vous travaillez. Par exemple, si vous avez une personne qui n'est pas qualifiée dans la chaîne d'approvisionnement, ça veut dire que la gestion des stocks et des médicaments va être mauvaise. La quantification, c'est-à-dire ce que vous prévoyez, de livrer pour vos patients sera mauvaise. La livraison sera mauvaise et cetera et cetera. Donc ce qui veut dire que, heu, le problème qu'on a actuellement, c'est que je ne veux pas dire que vous ou d'autres, hein, c'est que la plupart des gens qui occupent ce poste de la chaîne d'approvisionnement, dans le secteur public ou même dans le secteur privé, ne sont pas formés. On va prendre un infirmier, un pharmacien, un docteur, on va lui dire: «Tu vas t'occuper de la chaîne d'approvisionnement». Bon, on enlève le poste d'un docteur qui pourrait être utile pour le mettre dans la chaîne d'approvisionnement. Est-ce qu'il a eu une formation? Pas forcément. Est-ce que ça va fonctionner? J'en doute. Donc voilà, le problème, c'est qu'il manque du monde et ceux qui sont là ne sont pas forcément formés.
Diapositive suivante. Donc, sorry. Pourquoi il y a cette absence de capacité de ressources humaines? Je ne sais pas dans votre pays, je ne sais pas dans votre capitale ou dans votre ville, est-ce qu'il y a des écoles de chaîne d'approvisionnement? Est-ce que vous avez des diplômes? Est-ce que, par exemple, en tant que pharmacien ou infirmier ou je ne sais quoi, en tant qu'étudiant en santé publique, vous faites vous avez des cours sur la chaîne d'approvisionnement? Et si oui, combien d'heures par semaine ou combien d'heures par mois ou par année? Vous voyez? Donc le problème, c'est le manque de cours et le manque d'écoles pour former les gens en chaîne d'approvisionnement. Quand je dis les gens, ça peut être les étudiants en santé publique, comme les étudiants en gestion, en finance, etc. Je pense que dans toutes les universités, on devrait avoir des cours sur la chaîne d'approvisionnement. Si vous êtes, par exemple, on va dire un financier, est-ce que vous voulez être un super financier? Oui, alors apprenez la chaîne d'approvisionnement. Vous êtes pharmacien, vous voulez devenir un super pharmacien, apprenez la chaîne d'approvisionnement. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de connaître la globalité des problèmes dans lesquels vous êtes. Vous allez savoir ce qu'il se passe au niveau de la fabrication, ce qui se passe au niveau de la livraison et ce qui va se passer quand vous allez livrer ou quantifier vos produits. Donc, il y a très peu d'écoles de formation de santé publique qui offrent ce curriculum. Il y en a une en Asie, on prend souvent l'exemple du Vietnam et de Hanoï. C'est une des seules écoles, je pense, où vous ne sortez pas de l'école en tant que pharmacien sans avoir reçu un diplôme de la chaîne d'approvisionnement. Vous êtes pharmacien, vous êtes un pro de la chaîne d'approvisionnement aussi. Voilà, ça va de pair. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, voilà, ça, ce sont les partenaires. Je devrais peut-être, ou on devrait peut-être les mettre à jour parce qu'en fait, la semaine dernière, nous avons eu un séminaire INDABA. Ça veut dire, INDABA, c'est un terme qu'on utilise pour dire qu'on fait un meeting pour parler de choses super importantes. Donc, c'est INDABA. Et donc, on a eu ce meeting-là de 3 jours avec tous les partenaires. On a eu des nouveaux partenaires qui sont rentrés, d'autres qui sont peut-être sortis, de nouveaux consortiums. Donc, ça a été quand même très utile et on a pu voir et se rendre compte que la chaîne d'approvisionnement était au cœur même des discussions et que même après le Covid, aucun effort n'a été fait pour améliorer la chaîne d'approvisionnement. Donc, je ne sais pas si on va en parler, mais le Covid a été une catastrophe tout le monde et qui a mis en exerce la chaîne d'approvisionnement. Non pas qu'elle a été faible, mais elle était déjà faible et elle a été détruite par la situation du Covid-19. Donc on pourra en reparler, on pourra même faire un séminaire spécial sur ce point-là. Donc voilà, donc je pense qu'avec la réunion qu'on a eue la semaine dernière avec les nouveaux partenaires, on va accélérer un petit peu toutes ces formations et notre objectif est aussi d'essayer de contacter les universités, africaines un petit peu partout pour, leur demander si elles sont intéressées pour intégrer dans leur curriculum, des formations sur la chaîne d'approvisionnement. Diapositive suivante. Alors là, je vous ai mis quelques liens en fait. Si vous allez sur les Nations unies, carrière Nations unies, vous allez voir qu'il y a des postes, tous les postes que vous voulez, mais il y a aussi des postes sur la chaîne d'approvisionnement, en anglais, en français, dans tous les pays du monde. Donc, c'est sûr qu'une formation en chaîne d'approvisionnement, c'est utile, mais aussi essayer d'apprendre l'anglais, la langue anglaise. C'est très important parce que ça va vous permettre de bouger de l'Afrique de l'Ouest et d'aller ailleurs. Vous pourrez aller en Afrique de l'Est si vous voulez, mais vous pourrez aller travailler dans tous les pays du monde parce que vous saurez parler anglais. Donc ça, c'est important aussi, travaillez votre anglais. Ne vous focalisez pas simplement sur le français, même si moi je suis français et que j'aime bien ma langue, il faut aussi parler anglais. Diapositive suivante. Donc là, c'est pour MSH. Alors MSH, c'est une organisation qui était très puissante à une certaine époque et qui propose aussi des, euh, des postes pour la chaîne d'approvisionnement. Diapositive suivante. Donc voilà, vous avez
je vous montre d'autres types d'emplois. Alors là, c'est en anglais, mais bon, vous avez care, vous avez, voilà, vous avez beaucoup de solutions. Je pense qu'il y a comment on appelle ça, un site internet qui s'appelle relief.org, me semble-t-il. Et là, vous pouvez choisir le pays, le type d'organisation dans lequel vous voudriez travailler, et puis chaîne d'approvisionnement, logistique, etc. Donc, vous risquez de voir souvent logistique, achat ou procurement, parce qu'en fait, on ne fait pas la différence entre supply chain management, procurement, ou alors chaîne d'approvisionnement et logistique. Donc, tout ça est un petit peu mixé. Ce serait bien de remettre un petit peu d'ordre, mais bon, voilà. Diapositive suivante. Alors, je veux insister encore une fois, c'est que, heu, si un jour vous vous ennuyez, vous dites: «Waouh, le boulot que je fais est pas terrible, j'ai pas vraiment d'opportunités, j'arrive pas à trouver du travail», chaîne d'approvisionnement, chaîne d'approvisionnement, chaîne d'approvisionnement. Voilà, c'est là-dedans que vous devez aller. Alors, vous allez me dire: «Ouais, mais je connais pas grand-chose, ça me dit rien, ça m'a l'air d'être un truc pour les gars, on lit seulement pour les hommes». Non, 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 chaîne d'approvisionnement, il faut autant de femmes que d'hommes. C'est un métier qui demande, hem, un travail intellectuel assez important, qui demande d'avoir du leadership, de savoir, manager aussi. Donc management, leadership, c'est des termes anglais, mais bon, on les utilise souvent. Le leadership et le management travaillent ensemble, donc on a besoin de gens comme vous. Et quand vous allez mettre un pied dans ce secteur, c'est-à-dire la chaîne d'approvisionnement, je doute que vous en sortiez. Parce que une fois qu'on y est, c'est quand on a mangé quelque chose de bon, on y reste, hein. Donc, voilà. Heu, voilà, diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, vous avez besoin d'une formation. C'est-à-dire que vous n'allez pas, rentrer dans la chaîne d'approvisionnement en disant: «Ça y est, je viens de participer à quelque chose, à un webinar et ça y est, je suis un professionnel de la chaîne d'approvisionnement». Non, la chaîne d'approvisionnement, ça s'apprend. Vous voulez des formations, vous allez en trouver sur internet. Ah, ça, pas de problème. D'accord? L'ONU en propose, l'OMS en propose et cetera. Vous allez trouver, en voulez-vous, en voilà. Nous, on propose quelque chose de différent. Alors, je ne vais pas, vous allez me dire: «Ouais, mais attendez, vous travaillez pour Empower». Oui, oui, je travaille pour Empower, mais avant je ne travaillais pas pour Empower. Donc je travaillais pour l'ONU, je travaillais pour MSF, pour beaucoup d'organisations, et je peux vous dire que, même beaucoup d'organisations onusiennes qui font des formations, on se demande si les formations, ils les font pour leur propre personnel, parce que des fois, la chaîne d'approvisionnement, elle est pas super. Nous, on fait de la formation. Avant le covid, on faisait de la formation en présentiel et cetera. Depuis le covid, on a amélioré nos outils et on a préféré les faire, on les fait bien sûr, en ligne, ce qui est préférable pour beaucoup. Mais bien sûr, quand on fait ça en ligne, vous avez aussi une interaction, tous les mois ou plusieurs fois par mois avec, les profs, avec, les étudiants. Vous avez des mentors, vous pouvez discuter, donc tout ça se fait en ligne. On va y revenir plus tard, et vous avez, ce petit cercle que vous avez là, des auto-évaluations. C'est-à-dire qu'avant de commencer ou de savoir sur quoi vous voulez vous diriger, vous faites un petit test d'évaluation qui vous dit: «Eh bah, écoutez, par rapport à votre test d'évaluation, moi je vous conseille d'étudier plutôt ce secteur-là, ou plutôt ce secteur-là, ou tout». Parce que vous avez, des formations, qui travaillent sur tous les secteurs, comme je vous ai dit, sélection du produit, quantification, achat et cetera. Donc vous avez des formations, des masters de 12 mois, de 24 mois, on verra plus tard, donc c'est à vous de choisir. Heu, donc diapositive suivante. Voilà, alors c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, les techniques qu'on utilise. On a, face to face learning, bon, c'est en anglais, hein. La formation, c'est pas simplement quelque chose que vous allez suivre sur internet, c'est vraiment très interactif. Vous avez des quiz, vous avez des examens, vous avez aussi des case studies comme on appelle, des choses à produire qui seront corrigées. Si vous voulez passer à l'étape suivante, vous allez devoir produire certaines choses
pour être sûr que vous avez bien assimilé les cours qu'on vous a donnés, qu'on vous a enseignés pour passer à l'étape suivante. Mais n'ayez pas peur, vous n'êtes pas seul. Donc, quand par exemple vous avez un problème, vous demandez à Empower de vous aider et eux vont vous rediriger vers des mentors comme moi par exemple. Moi, j'ai beaucoup d'étudiants, aussi bien en français qu'en anglais, euh, dans lesquels j'appuie et puis on discute. Donc, euh, donc voilà. Voilà, merci. Alors, Empower School of Health est accrédité par ASIC. Je pense que tout ça, Saïli pourra vous en parler. Elle est mieux informée que moi. Si vous avez des questions relatives à tout ce qui est reconnaissance d'Empower, etc., donc je pense elle pourra vous donner quelques détails. Allez-y, diapositive suivante. Donc, le gaz, c'est un domaine passionnant. Alors, on m'a demandé qu'est-ce que ça voulait dire gaz. Alors, gaz, c'est gestion des approvisionnements et des stocks. En anglais, c'est PSM, Procurement and Supply Chain Management. Donc, en français, vous allez voir GAS, on va souvent vous parler du GAS, et en anglais, du PSM. Donc, retenez ces deux notions, parce que quelqu'un qui suit une formation m'a juste demandé aujourd'hui ce que voulait dire GAS. Je lui ai dit, ben, écoute, c'est la formation que tu es en train de faire. Ah oui, je ne savais pas. Ben oui, ben, ce serait bien de le savoir puisque tu fais cette formation-là. Donc, GAS, gestion des approvisionnements et des stocks. En anglais, Procurement and Supply Chain Management. Deux choses identiques. Donc pour ça, on doit avoir du personnel qualifié. Sans personnel qualifié, on court à la catastrophe. D'accord? Le Covid-19 a montré que notre chaîne d'approvisionnement à tous les niveaux était catastrophique. Donc, est-ce qu'on l'a amélioré? On essaye, mais c'est pas évident. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà, alors, ça, c'est nos deux cours les plus fameux. On a le cours en master anglais-français et on a le diplôme d'études supérieures en gestion de la chaîne d'approvisionnement et des achats publics en anglais et en français aussi. D'accord? Vous avez un master en 12 mois, un master en 24 mois. Donc ça, c'est les plus fameux. Si vous êtes familier à l'anglais et que vous voulez faire les cours en anglais, n'hésitez pas. Si vous voulez les faire en français, faites-les en français. Voilà, comme vous voyez, on est aussi affilié à Unitar. Donc, quelquefois, on fait des conférences avec Unitar sur justement ces cours-là. Donc, on a des diplômes, on a des modules. Chaque module contient des chapitres. Chaque chapitre contient des présentations et des quiz. C'est quand même assez consistant. Vous n'allez pas faire ça en une journée ou en une semaine. C'est quelque chose de très long. D'accord? Vous devez être formé. Vous devez devenir des professionnels. Après ces formations-là, vous devez être considérés comme des professionnels. C'est-à-dire que vous devez être en mesure de maîtriser la chaîne d'approvisionnement. D'accord? Diapositive suivante. Donc voilà, vous avez d'autres certificats. Vous avez des gestions des achats et d'approvisionnement, vous avez assurance qualité, vous avez aussi gestion de la chaîne d'approvisionnement en urgence, vous avez le leadership, etc. Mais on a de nouveaux cours qui arrivent en anglais et en français, donc il faudra mettre à jour d'autres, un petit peu ces diapositives. Voilà, vous avez donc tous ces cours-là, vous pouvez les retrouver de toute façon sur le site internet d'Empower et encore une fois en anglais et en français. Vous verrez certains cours en anglais qui ne sont pas en français. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent arriver, mais la plupart des cours sont en français aussi, ils sont très intéressants. Diapositive suivante. Voilà. Alors, je ne sais pas si ces prix-là sont encore valables. De toute façon, Sayali, elle va vous donner quelques indications pour avoir des bourses, pour avoir accès à des bourses. Et puis, n'oubliez pas, si vous faites partie d'un secteur privé ou public, si vous êtes dans un programme avec des ONG ou dans le secteur public qui est financé par le Fonds mondial, vous pouvez vous faire financer ces cours-là. D'accord? Beaucoup d'entre vous ou des étudiants que nous avons, tout est financé par leur organisation. Donc, c'est à vous aussi à discuter avec votre organisation en disant, voilà, moi, je suis intéressé à faire ça. Est-ce que vous pourriez me financer? Donc là, vous avez un processus pour justement pour appliquer un programme de bourse. Donc là, lisez un petit peu,
écrivez aussi, posez des questions en fin de webinar pour qu'on puisse vous répondre et tout sera le mieux. Welcome bienvenue dans les cours et vous m'entendrez parler, on pourra discuter aussi lors des cours. Diapositive suivante. Bon, voilà, je pense que j'ai terminé. Donc, écoutez, si vous avez des questions, je pense que c'est à la fin du webinar. Donc, je laisse la place à Dr Ousmane. Merci beaucoup pour votre attention. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas plus tard. Merci beaucoup, Monsieur Nicolas. Merci beaucoup. Donc, Dr Ousmane Mahaman Ima, le pharmacien responsable d'approvisionnement chez UbiFam Niger. Je vous passe la parole. Vous pouvez continuer maintenant. Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, oui, on vous entend très bien. OK. Alors, bienvenue à tous à ce webinaire sur les opportunités de carrière pour les pharmaciens dans la chaîne d'approvisionnement de santé mondiale. Comme l'a dit Madame Chahali, je suis le docteur Ousmane Mahaman Hima. Je suis pharmacien responsable de l'approvisionnement chez Ubifarm Niger. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle sur les opportunités de carrière pour les pharmaciens dans la chaîne d'approvisionnement et de santé mondiale. Parce que nous sommes dans un monde en constante évolution et le rôle de pharmacien maintenant dépasse désormais largement les limites traditionnelles qu'on connaît dans les pharmacies locales. Donc aujourd'hui, nous allons explorer ce domaine en plein essor où les pharmaciens jouent un rôle crucial. Donc notamment la gestion de la chaîne d'approvisionnement et de santé à l'échelle mondiale. Donc, alors, on va imaginer un monde où chaque médicament vital atteint son destinataire, où chaque patient a accès aux soins dont il a besoin et où chaque professionnel de la santé contribue à sauver des vies, peu importe où il se trouve sur la planète. Non, s'il vous plaît, revenez en arrière sur la diapo précédente, bien avant. Non. Voilà, c'est bon. Donc, au cours de ce webinaire, on va plonger dans les profondeurs de ce domaine passionnant, découvrir les opportunités de carrière variées qui s'offrent aux pharmaciens et explorer comment ils peuvent façonner l'avenir de la santé mondiale. Donc, que vous soyez un pharmacien établi à la recherche de nouvelles avenues professionnelles, un étudiant en pharmacie curieux des possibilités qui vous attendent ou tout simplement passionné par l'impact mondial de la profession pharmaceutique, je pense que vous êtes au bon endroit. Alors, donc, pour commencer ma présentation, je vais commencer par une petite piqûre de rappel. Je sais que tout le monde sait ce que c'est que le médicament, mais j'aimerais commencer par le définir. Le médicament, c'est toute substance ou préparation administrée en vue d'établir un diagnostic médical, de traiter ou de prévenir une maladie ou de restaurer, corriger, modifier des fonctions organiques. Diapositive suivante. Voilà. Alors, il me paraissait aussi important de parler du pharmacien en tant qu'expert du médicament. Et dans ce domaine, on va plus parler des pharmaciens industriels qui sont très présents dans presque tous les domaines d'activité des entreprises du médicament, notamment le développement galénique, la clinique, les affaires réglementaires, la pharmacovigilance, la production, la qualité, le marketing. Donc, tout au long de ses études, le pharmacien développe une culture pharmaceutique, sa solide formation scientifique et ses connaissances en sciences pharmaceutiques, qualité et réglementation en font un expert du médicament. Le pharmacien est donc le garant de la sécurité pharmaceutique des produits de santé et au final du patient. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc, pour continuer ma présentation, j'ai voulu parler des responsabilités qui incombent aux pharmaciens. Parce que pendant longtemps, beaucoup perçoivent le pharmacien comme étant un commerçant qui, dans son officine, vend le médicament, alors que ça va au-delà de ça. Le pharmacien n'est pas qu'un simple vendeur, il dispense le médicament et il est assujetti à plusieurs responsabilités.
Donc là, la première responsabilité, c'est la responsabilité disciplinaire, donc qui est celle qui sanctionne un manquement par le pharmacien inscrit au tableau de l'ordre à ses obligations professionnelles et déontologiques prévues par le Code de la santé publique. Donc, diverses personnes peuvent déposer une plainte devant la juridiction disciplinaire qui, en général, est l'ordre des pharmaciens. Donc, ceux qui peuvent porter plainte, ça peut être un patient, ça peut être un pharmacien, ça peut être des agents de l'Agence nationale de réglementation du médicament ou encore le procureur de la République. Donc, les décisions rendues par les chambres disciplinaires de première instance peuvent faire l'objet d'un appel devant la chambre disciplinaire du Conseil national. Puis, en cas de pourvoi, c'est le Conseil d'État qui est compétent pour juger. Alors, la faute disciplinaire peut être sanctionnée par plusieurs types de sanctions, donc, qui vont de l'avertissement simple à l'interdiction d'exercer la profession du pharmacien. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, la deuxième responsabilité, c'est la responsabilité civile. La responsabilité civile, elle s'entend de l'obligation pour un pharmacien de réparer un dommage causé à un tiers, donc, notamment les patients. Les litiges sont portés devant le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance. Un recours est possible devant la cour d'appel. Les pourvois éventuels sont examinés par la cour de cassation. La faute commise porte atteinte à un intérêt privé, celui de la victime, à qui un dommage a été causé. Donc, la victime ou ses proches. Et s'ils subissent un dommage, ils cherchent à obtenir une réparation financière, dommage et intérêt de la part du professionnel de la santé. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, donc, la dernière responsabilité, c'est la responsabilité pénale. Elle vient sanctionner un fait volontaire ou involontaire qui a troublé l'ordre public. Donc, qu'il ait ou non entraîné un préjudice pour un tiers, il s'agit d'une responsabilité personnelle que le pharmacien doit assumer. L'objectif dans ce cas est de punir l'auteur de la faute par une peine d'amende et ou d'emprisonnement dans le cadre des affaires pénales relatives à la pharmacie où on rencontre aussi deux grandes catégories d'infractions qui peuvent être commises par les pharmaciens dans le cadre de leur exercice professionnel. Donc, nous avons les infractions dites générales prévues par le code pénal. Donc, par exemple, on peut citer la mise en danger délibérée de la vie d'autrui, non-assistance à personne en danger ou complicité. Il y a aussi les infractions spécifiques relevant du code de la santé publique. Donc, par exemple, vente des médicaments sans AMM, importation de médicaments falsifiés, non-signalement d'un effet indésirable grave. Alors, j'ai parlé des responsabilités. C'est vraiment pour mettre en accent, en fait, l'implication que le pharmacien doit avoir lorsqu'il décide de s'engager dans la chaîne d'approvisionnement de santé. Parce que c'est un domaine où on veut du sérieux parce que vous savez, le médicament est sensible. Et le médicament, lorsqu'on le met à la disposition du patient, si on ne met pas du sérieux, on peut faire beaucoup de dommages. Donc, c'est pour ça que j'ai tenu à rappeler les différentes responsabilités qui engagent le pharmacien. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, là, sur cette diapositive, on voit une vue d'ensemble de la chaîne d'approvisionnement de la santé mondiale. Donc, tout en bas, on voit que le plus petit maillon, c'est le R&D et innovation. Donc, la chaîne d'approvisionnement et de la santé mondiale commence par la recherche et le développement. Donc, c'est pour ça qu'on a mis R&D, ainsi que l'innovation. Les laboratoires pharmaceutiques, les instituts de recherche et les universités mènent des recherches pour découvrir de nouveaux médicaments, des vaccins, des technologies médicales ainsi que pour améliorer les traitements existants. Donc après la recherche et le développement, le prochain maillon, c'est la production. Donc une fois que de nouveaux produits de santé sont développés et testés avec succès, le processus de production démarre. Les installations de fabrication produisent des médicaments, des vaccins, des dispositifs médicaux et autres produits de santé à grande échelle, en suivant des normes strictes de qualité et de sécurité. Ensuite, il y a l'étape ou l'opération d'enregistrement pour commercialisation. Donc, avant d'être mis sur le marché, les produits de santé doivent être enregistrés auprès des autorités réglementaires compétentes dans chaque pays. Donc, ce processus
d'enregistrement implique la démonstration de l'efficacité, de la sécurité, de la qualité du produit qui va être mis sur le marché, ainsi que la conformité aux normes et réglementations en vigueur. Alors, nous avons aussi l'étape de la sélection, de la tarification et remboursement. Donc, une fois ces produits enregistrés, les produits de santé sont soumis à un processus de sélection, de tarification et de remboursement. Donc, les décideurs de la santé, y compris les gouvernements, les compagnies d'assurance et les organismes de régulation, évaluent l'efficacité, la valeur et l'accessibilité des produits avant de les intégrer dans les programmes de remboursement et d'assurance. Nous avons ensuite l'étape d'approvisionnement et de distribution, qui est, on va dire, la plus connue de tous. Donc, après avoir passé les étapes précédentes, les produits de santé sont distribués à travers un réseau mondial d'approvisionnement, de distribution. Cela comprend le stockage, la gestion des stocks, le transport et la livraison des produits aux points de vente, aux pharmacies, aux hôpitaux et autres établissements de santé. La dernière étape, c'est celle de la prescription et d'utilisation. C'est là où on retrouve en général la plupart des pharmaciens, donc les officines. Donc, une fois que les produits de santé sont disponibles, les professionnels de la santé, y compris les médecins et les pharmaciens, prescrivent et utilisent ces produits pour diagnostiquer, traiter, prévenir les maladies. Les patients les utilisent conformément aux directives des prescriptions. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, donc là, on va parler du rôle traditionnel du pharmacien dans la dispensation du médicament. Donc, le pharmacien a historiquement joué le rôle d'assurer la distribution sûre et efficace des médicaments aux patients. Donc, les pharmaciens ont été formés pour vérifier les prescriptions, délivrer les médicaments conformément aux directives du médecin et fournir des conseils sur l'utilisation appropriée des médicaments. Sauf que là, nous avons une évolution du secteur pharmaceutique et avec cette évolution et les avancées technologiques, le rôle du pharmacien ne s'en tient pas qu'à ça. Donc, il s'est élargi pour inclure une implication plus profonde dans la chaîne d'approvisionnement. Les pharmaciens participent désormais à la sélection des médicaments achetés, à la négociation des contrats avec les fournisseurs et à la gestion des flux du médicament au sein de l'établissement de santé. Donc, notamment la pharmacie, l'officine ou la grossisterie ou même les hôpitaux. Donc, les pharmaciens sont chargés de surveiller et de maintenir des niveaux de stock appropriés pour répondre aux besoins des patients tout en limitant le gaspillage. Cela implique la gestion des approvisionnements, le suivi des dates d'expiration des médicaments, les rotations de stock, la prévention des ruptures. Les pharmaciens participent aussi à la conception et à la mise en œuvre des processus logistiques efficaces pour assurer la livraison rapide et précise des médicaments là où ils sont nécessaires. Cela peut impliquer la coordination avec les fournisseurs, les transporteurs et aussi les autres parties prenantes pour s'assurer que les médicaments arrivent en temps voulu et en bon état. Il y a aussi la gestion des risques. Donc, les pharmaciens sont également responsables de la gestion des risques liés à la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique, notamment en identifiant et en atteignant les risques de contamination, de contrefaçon et de distribution erronée des médicaments. Ils doivent également mettre en place des protocoles de sécurité pour prévenir les erreurs de médication et les événements indésirables associés. Donc, en résumé, le rôle du pharmacien dans la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique est devenu de plus en plus complexe et diversifié. En plus de son rôle traditionnel de dispensation de médicaments, le pharmacien joue désormais un rôle essentiel dans la gestion de stock, de logistique pharmaceutique et la gestion des risques pour assurer un approvisionnement sûr et efficace en médicaments. La positive suivante, s'il vous plaît. Donc là, sur cette diapositive, on voit un peu que le pharmacien a un large éventail d'opportunités de carrière dans la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique. Donc, depuis la recherche et le développement jusqu'à la mise à disposition du patient final, voici quelques-unes de ces opportunités. Donc, nous avons la recherche et le développement pharmaceutique, comme nous en avons parlé un peu plus haut. Donc, les pharmaciens peuvent travailler dans les laboratoires de recherche
et développement pharmaceutique pour concevoir de nouveaux médicaments, étudier leur efficacité et leur sécurité et développer des formulations pharmaceutiques innovantes. Nous avons aussi la production pharmaceutique. Donc, dans ce domaine, le pharmacien peut être impliqué dans la production pharmaceutique en supervisant les processus de fabrication, en assurant le respect des bonnes pratiques de fabrication et en veillant à ce que les médicaments soient produits selon les normes de qualité et de sécurité requises. Nous avons aussi le domaine de la gestion de la qualité et l'assurance de qualité. Donc, les pharmaciens peuvent occuper des postes dans les départements de gestion de la qualité et d'assurance qualité où ils sont responsables de s'assurer que les produits pharmaceutiques répondent aux normes de qualité, de sécurité, d'efficacité exigées par les autorités réglementaires. Nous avons aussi la chaîne d'approvisionnement et logistique. Donc, ici également, le pharmacien peut travailler dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique où il est chargé de planifier, coordonner, superviser le flux des médicaments depuis leur fabrication jusqu'à leur distribution aux pharmacies et aux établissements de santé. Nous avons aussi un secteur qui n'est pas des moindres, c'est la réglementation pharmaceutique. Les pharmaciens peuvent travailler dans des organismes de réglementation pharmaceutique où ils sont impliqués dans l'évaluation de l'approbation de nouveaux médicaments ainsi que dans la surveillance de la conformité aux réglementations en vigueur. Nous avons aussi un autre secteur qui est celui de la pharmacovigilance et de la gestion des risques. Donc, à ce niveau, le pharmacien peut être impliqué dans la pharmacovigilance où il est chargé de surveiller et de signaler les effets indésirables des médicaments ainsi que dans la gestion des risques associés à l'utilisation des médicaments tout au long de leur cycle. Voilà. Donc, diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, nous avons vu sur la diapositive précédente un peu le domaine dans lequel les pharmaciens peuvent exercer dans la gestion d'approvisionnement. Là, nous allons voir par secteur les différents métiers que les pharmaciens peuvent assumer. Donc, nous avons, les pharmaciens peuvent être chargés ou responsables ou directeurs. Donc, dans le domaine de la recherche et du développement, donc de la recherche, du développement, de la formulation, du développement industriel, de la méthode. Il peut être chef du produit, il peut être chargé des ventes, chargé logistique, supply chain. Il peut être chargé d'attacher recherche clinique, formation réseau, délégué pharmaceutique, affaires publiques, études pharmaco-économiques, environnement, hygiène et santé. Il peut être aussi responsabilité sociétale d'entreprise, donc RSE, marketing et communication, accès au marché et export. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de métiers au sein même du domaine. Donc, il n'y a pas que la recherche et le développement, mais au niveau de la recherche et du développement, on a aussi un large éventail de métiers que le pharmacien peut assumer. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, au niveau de la production pharmaceutique, de la gestion de la qualité et de l'assurance qualité, le pharmacien peut aussi être chargé, responsable ou directeur de la fabrication, de la production, du conditionnement, de la qualité, de l'assurance, du contrôle et aussi de la sécurité du médicament. Il peut aussi être auditeur interne. Il peut être chargé des affaires réglementaires ou de la pharmacovigilance et aussi de l'information promotionnelle du médicament. Diapositive suivante. Donc, au niveau de la chaîne d'approvisionnement et de logistique, nous avons aussi plusieurs métiers. Donc, le pharmacien peut être le pharmacien responsable ou vulgairement directeur général de la société. Il peut être le pharmacien commercial, donc chargé des ventes. Il peut être le pharmacien assurance qualité. Il peut être aussi en charge de l'approvisionnement, comme ce que je fais moi-même, donc ou chargé de l'exploitation ou de la relation client, comme j'avais dit un peu plus haut. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc là, nous avons vu déjà toutes les opportunités que le pharmacien peut avoir. Donc maintenant, on sait que le pharmacien n'est pas tenu à aller juste dans l'officine comme tout le monde le fait. Donc il a son mot à dire dans la gestion d'approvisionnement. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement
si on est intéressé par ce domaine. Donc, comme l'a dit le premier intervenant, M. Nicolas, il suffit pas juste d'être pharmacien, d'autres assurent ce rôle depuis. Moi, j'interviens juste pour dire que le pharmacien aussi peut assurer ce rôle, mais dans beaucoup de secteurs, c'est malheureusement pas des pharmaciens qui l'assument. Bon, je vais pas dire malheureusement, mais c'est pour dire qu'il y a encore de la place pour les pharmaciens, donc on ne doit pas seulement se tenir qu'à l'officine. Donc, après avoir terminé le cursus de pharmacie, certains pharmaciens ont la possibilité de poursuivre leurs études en se spécialisant dans différents domaines. Donc, en obtenant un master dans des disciplines connexes. Voici, bon, il y a je vais donner quelques exemples. Il y a le master en pharmacologie, le master en administration des affaires, le master en santé publique, master en recherche biomédicale et master en gestion de la chaîne d'approvisionnement. Master en pharmacie industrielle. Donc, c'est pour dire que l'éducation et la formation vraiment jouent un rôle très important si on veut se diversifier. Donc, acquérir une solide éducation et une formation dans les domaines pertinents tels que la logistique, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, la pharmacie ou les affaires pharmaceutiques. Donc, rechercher aussi des programmes de formation spécialisés et ou des certifications reconnues dans le domaine peuvent vraiment aider lorsqu'on est intéressé à se diversifier. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Il faudra aussi une compréhension de l'industrie. Donc, après les compétences, après l'éducation, il faut aussi se familiariser avec les tendances, les réglementations, les défis spécifiques de l'industrie pharmaceutique, de la chaîne d'approvisionnement. Il faut aussi suivre l'actualité, participer à des conférences, des séminaires et rejoindre des associations professionnelles qui peuvent aider à rester informé. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc, ça va un peu dans le sens de la première diapo, donc le développement des compétences. Sauf que au début, on avait parlé d'éducation. Donc, il faut d'abord se former, mais après, il faut aussi développer des compétences. Donc, il ne faut pas rester stagné. Donc, développer des compétences clés telles que la résolution de problèmes, la pensée analytique, la communication efficace, la gestion du temps et le travail d'équipe. Ces compétences sont essentielles pour réussir dans un environnement complexe et en évolution rapide. Donc, tout de suite, quand vous allez vous retrouver dans ce domaine, vous allez comprendre que la gestion d'approvisionnement, comme l'a dit M. Nicolas, est vraiment complexe. Elle date de plusieurs années. Il y a beaucoup de livres qui sont écrits dessus, il y a beaucoup de conférences, il y a beaucoup de séminaires dessus. Mais on a toujours des problèmes à ce niveau. Donc, ça veut dire que il faut aller au-delà, il faut sortir de sa zone de confort, il faut apprendre beaucoup de choses qui vont venir solidifier nos acquis et qui vont nous permettre de mieux gérer cette chaîne d'approvisionnement. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà. Il faut aussi rester flexible et adaptatif. Le domaine de la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique est en constante évolution avec de nouvelles technologies, des réglementations changeantes et des défis émergents. Donc, il est important de rester flexible et adaptable en développant une capacité et s'adapter rapidement au changement et à innover. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc, je continue et j'insiste vraiment sur l'apprentissage. Donc, j'ai tenu à mettre encore la poursuite de l'apprentissage continu. Donc, comme on a dit, c'est changeant. Il y a toujours de nouveaux défis, donc il ne faut pas rester stagné. Donc, la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique, elle évolue rapidement avec l'introduction de nouvelles technologies et de meilleures pratiques. Donc, s'engager dans un apprentissage continu, que ce soit par le biais de la formation formelle ou de la lecture de publications spécialisées, ou de la participation à des cours en ligne, c'est essentiel pour rester pertinent et compétitif. Diapositive suivant. Voilà. Donc, là, nous venons à la fin de ma présentation. Donc, en conclusion, j'aimerais conclure par là. Donc, la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique représente un pilier essentiel de l'industrie de la santé. Elle joue un rôle crucial dans la fourniture de produits pharmaceutiques de qualité aux patients du monde entier.
Donc, à travers cette présentation, nous avons exploré les différentes facettes de la chaîne d'approvisionnement, de la recherche et du développement à l'utilisation des produits pharmaceutiques. Donc, pour ceux qui sont intéressés par ce domaine dynamique et en pleine expansion, il est crucial de continuer à développer leurs compétences, à rester informés des évolutions de l'industrie et à être ouverts aux nouvelles idées et aux nouvelles technologies. Donc, travaillant ensemble, nous pouvons relever les défis de la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique et contribuer à garantir l'accès à des soins de santé de qualité pour tous. Donc, je vais finir par cette phrase. Ensemble, nous pouvons bâtir une chaîne d'approvisionnement pharmaceutique plus efficace, plus sûre et plus durable pour un avenir plus sain et plus prospère pour tous. Donc, je suis à la fin de ma présentation. Je vous remercie pour votre attention. Et si toutefois vous avez des questions, je pense qu'après, avec Madame Chahali, on va voir comment on pourra réguler cela. Merci. Oui, les participants, si vous avez des questions, vous pouvez lever votre main et on va vous pouvez poser des questions. Oui, est-ce qu'il y a des questions? Allô? Oui, vas-y. Oui, bonjour. Moi, c'est Viviane. Je suis Bonjour. pharmacien, oui, en Côte d'Ivoire. Je voudrais d'abord remercier Empower pour tous ces webinaires qui nous permettent d'apprendre beaucoup. Concernant le webinaire d'aujourd'hui, ma question s'adresse au premier intervenant d'abord. Au cours de sa présentation, il a montré des institutions, plusieurs institutions, notamment MSH, les Nations Unies et quelles. Je voudrais savoir s'il y a des possibilités de stage pratique après la formation à Empower. Voilà. Est-ce qu'on pourrait obtenir des stages pratiques? Voilà. Ça, c'était la première question. Et ma deuxième question, je voudrais savoir si à Empower, on peut faire des formations sur la pharmacoéconomie. Voilà. Mes deux questions. Merci. D'accord. Alors, votre première question, oui, en principe, les étudiants nous demandent un appui, c'est-à-dire après avoir fait leur formation, ils nous demandent est-ce qu'on peut faire des formations. Donc, on leur écrit une lettre d'appui pour des organismes. Par exemple, certains nous ont demandé, voilà, on aimerait faire un stage de formation au sein de l'ONU, d'une organisation onusienne ou alors au sein d'une ONG. Donc, nous, on les appuie comme on peut. C'est-à-dire, si on écrit une lettre, bien sûr, une lettre d'appui. Si on connaît du monde, si on connaît des gens qui peuvent appuyer dans certains pays et certaines villes, on le fera. Donc, ça, c'est une possibilité. Concernant la pharmacoéconomie, je ne crois pas qu'on ait ce genre de formation, mais comme on est en train de revoir un petit peu tous les types de formations, il y a de nouvelles formations qui arrivent, je dirais pas tous les mois, mais tous les 3 mois, on a de nouvelles formations et c'est pas forcément une formation sur laquelle on a, on a pensé le faire. Il faut voir euh, si les étudiants vont répondre aux formations qu'on leur propose. Donc, si on fait une formation, il faut être sûr que le nombre d'étudiants qui va participer est adéquat à euh, ce qu'on veut leur faire faire. Donc la pharmacoéconomie, à moins que je me trompe, Sayali, je ne pense pas que nous ayons une formation là-dessus. Mais on a une trentaine ou une quarantaine de formations, donc je peux me tromper aussi, hein. Je vous conseille d'aller regarder le site internet d'Empower. Peut-être que vous allez trouver quelque chose qui s'y rapproche, pas forcément avec le titre que vous avez demandé. Merci beaucoup pour la réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Belkissam aussi. Vous pouvez poser votre question.
Merci. Bonjour à tous. Bonjour, Nicolas. J'ai deux questions. La première, c'est savoir si est-ce que le diplôme, que ce soit le master ou le diplôme d'études spécialisées en gestion de la chaîne d'approvisionnement et des achats publics en santé, fait de nous de fait des logisticiens ou bien si la formation en logistique est... Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, elle est un peu plus personnelle. Je voulais savoir, lorsqu'on est une personne qui est sujette à la, je ne sais pas comment le dire, à harcèlement médiatique, quelles sont ses chances de pouvoir accéder à un emploi à travers les organismes? Je sais que cela n'a pas posé, me concernant, cela n'a pas posé de problème avec Empower Health, puisque j'ai été invitée à candidater et ma candidature a été reçue aussi. C'est pourquoi je remercie Empower Health. Mais je me pose cette question. Lorsqu'on est victime de harcèlement, lorsqu'on est sujet au harcèlement médiatique, quelles sont nos chances d'être recruté dans les organismes internationaux? Merci. Alors, moi, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que vous appelez par harcèlement médiatique? C'est-à-dire harcèlement des réseaux sociaux ou autre chose? Oui, exactement. Alors, Sur les vous faites réseaux comme sociaux, moi. oui. D'accord, ben vous faites comme moi. Vous n'avez aucun réseau social. Je n'ai pas Facebook, j'ai pas Instagram, j'ai pas Twitter, j'ai rien du tout. Donc, je suis pas harcelé. Donc, je ne sais pas trop comment vous répondre à cette question. Peut-être que d'autres pourront le faire, mais bon, le harcèlement médiatique, vous savez, ou le harcèlement dans les réseaux sociaux, c'est la norme internationale maintenant. Ce sont des gens qui Ouais. sont cachés derrière un écran et qui s'expriment et qui font ce qu'ils ont à faire pour exister, malheureusement, au détriment d'autres. Donc, comme vous savez, c'est toujours plus facile de faire le mal que de faire le bien. Donc, vous savez, pour moi, je ne veux pas être médisant, mais pour moi, les réseaux sociaux, c'est comme tout. Il y a beaucoup de déchets. Donc, je pense que c'est à vous à faire le ménage au niveau des réseaux sociaux, au niveau des gens qui vous contactent. Et je ne crois pas que ça soit un problème pour ces gens qui sont harcelés pour obtenir un travail ou pour faire un travail en ligne. Ça, moi, je ne crois pas que ce soit un problème. C'est vraiment à vous à faire le ménage, vous voyez? Donc, et comme je vous dis, moi, je ne suis pas concerné par les réseaux sociaux parce que ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas de regarder Twitter, ça ne m'intéresse pas de regarder Instagram, je m'en porte pas plus mal. Je vis très bien comme ça et puis j'évite justement cet harcèlement. Voilà. Question, d'ailleurs, j'ai oublié votre première Merci. question. C'était quoi votre première question, Belkissa? Oui, la première question, c'était de master ou d'études spécialisées en gestion des approvisionnements et des achats publics en santé, fait du diplômé, de fait un logisticien, ou bien si la formation de logisticien est différente. Alors oui, la logistique fait partie de la chaîne d'approvisionnement, c'est une partie. La logistique, par exemple, on va parler du transport et de la distribution, donc c'est quelque chose de spécifique. Je pense que la formation que nous on fait est générale, mais assez précise pour faire de vous non pas un logisticien forcément, mais un Oui. responsable de la chaîne d'approvisionnement, c'est-à-dire l'ensemble des activités. Si vous ne voulez faire que de la logistique, qui est une partie de la chaîne d'approvisionnement, alors peut-être qu'il va falloir que vous renforciez la formation que vous avez eue avec justement une formation spécifique de logisticien qui sera par exemple le transport maritime ou le transport routier ou ce genre de choses, vous voyez? Donc, nous, on vous apporte quelque chose qui, je pense, va faire de vous de, de bons leaders, de bons managers, mais pas forcément exactement et spécialement en logistique. Vous allez aborder la logistique, vous allez aborder le stockage, vous allez aborder la distribution, vous allez tout savoir là-dessus, mais après, bon, vous pouvez perfectionner ces savoirs-là. Soit par des expériences sur le terrain, Merci. soit par les expériences que vous aurez acquises lors de votre travail.
J'espère que j'ai répondu à votre question, surtout la deuxième partie, mais voilà. Soumaïala, pardon. Latif, allez-y. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Vous nous recevez, j'espère. Oui, oui, on vous reçoit. Donc, en fait, je tiens d'abord à remercier les deux présentateurs d'avoir partagé leur savoir lors de ce webinaire. Vos présentations ont été inspirantes et très instructives. Ça prouve que chacun de vous maîtrise son domaine. Donc, vraiment, merci beaucoup. Donc, la première question, c'est concernant, vous avez parlé de vos spécialités. Vous avez parlé de la chaîne d'approvisionnement et vous avez dit, mais surtout dans le domaine du leadership. Donc, j'aimerais savoir, ce domaine du leadership, c'est relatif uniquement à la chaîne d'approvisionnement ou bien on parle du leadership en général? Parce que moi, personnellement, je suis président d'une association, celle des étudiants en pharmacie du Niger, et je suis aussi membre du bureau de la FESPAO. Donc, c'est peut-être ces genres de formations peuvent aider nous qui sommes des représentants des étudiants. Donc, on aimerait savoir, c'est en général cette formation de leadership ou bien c'est uniquement en étroite collaboration avec la chaîne d'approvisionnement. Donc, c'est ma première question. Je ne sais pas si je vais continuer après, vous allez répondre ou bien vous pouvez faire parallèlement. Je peux vous répondre, ça va être rapide. Quand on parle de leadership, c'est leadership. Voilà. C'est pas spécialisé dans un domaine, c'est le leadership. C'est comment réveiller en vous le leader qui sommeille. Donc, ça peut être un leadership de toutes sortes de domaines. C'est pas spécialisé dans la chaîne d'approvisionnement. Je parle de la chaîne d'approvisionnement parce que le sujet, c'est la chaîne d'approvisionnement. Mais le leadership dont je vous parle, c'est dans votre domaine, dans votre domaine d'activité. Voilà, première question. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, la deuxième question, je voulais savoir, lorsqu'on est diplômé, par exemple, d'un master en chaîne d'approvisionnement, ça inclut aussi la formation en stock ou bien c'est deux spécialités différentes. C'est master en gestion d'approvisionnement et après master en gestion de stock. Ou bien c'est les deux jumelés. Alors, c'est les deux parce qu'en fait, on parle chaîne d'approvisionnement. Et comme je l'expliquais assez rapidement, c'est vrai, la chaîne d'approvisionnement, c'est-à-dire le GAS qu'on appelle, gestion des approvisionnements et des stocks, on part, on part de la fabrication du médicament, de sa sélection, de sa quantification, de sa prévision lors d'un programme, de l'achat, du stockage et de la distribution, etc., etc. Donc, on parle aussi de stockage, on parle aussi de distribution, on parle de quantification, on parle de stock minimum, stock maximum, réajustement, stock de sécurité. Donc, tout est inclus dedans. D'accord, merci beaucoup. La troisième question, c'est adressé à Dr Ima. En fait, je voulais savoir, on a parlé de la pharmacovigilance. Donc, je voulais un peu savoir, grosso modo, comment est-ce que la chaîne d'approvisionnement est en relation avec la pharmacovigilance. Puisque la pharmacovigilance, si je ne me trompe pas, elle se charge de la vérification du contrôle du médicament en tant que tel, une fois arrivé en place. Mais comment est-ce que, en fait, c'est en étroite collaboration? Vous me recevez? Oui, effectivement. Oui, docteur Latif. Donc, effectivement, la pharmacovigilance est en étroite, comment on va dire, corrélation avec la chaîne d'approvisionnement parce que vu qu'on a dit que la chaîne d'approvisionnement, elle va de la recherche à la mise à disposition aux patients. Donc, il est clair que la sécurité du médicament, qui est la pharmacovigilance, c'est-à-dire de surveiller la sécurité du médicament, c'est un processus qui fait partie de toute cette chaîne. Donc,
on va pas dire que ça fait part entière, qu'elle appartient entièrement à la chaîne d'approvisionnement, mais elle a une étroite corrélation, effectivement. D'accord, merci Peut-être que beaucoup. je peux rajouter un petit point juste pour vous éclairer. C'est que, comme je vous ai dit, la chaîne d'approvisionnement, d'accord, commence par la sélection d'un produit. Alors, si on a un programme, par exemple, malaria, on va sélectionner un produit. Mais ce produit que l'on va sélectionner, il va falloir qu'on ait des données de pharmacovigilance avant. Parce que si jamais on sélectionne un produit et qu'on n'a pas les données de pharmacovigilance sur ce produit-là, on va continuer à l'acheter, à l'acheter, à l'acheter, à le sélectionner et à le faire circuler dans le pays. Or, s'il s'avère que la pharmacovigilance a détecté certains problèmes de ce produit-là dans certains endroits, dans certains pays, comme c'est arrivé au Cambodge par exemple, on avait un produit anti-malaria qui n'était pas, qui ne répondait pas aux besoins dans un certain endroit du pays, ce qui était assez étrange. On a eu ça grâce aux données de la pharmacovigilance. Et grâce aux données de la pharmacovigilance, on a pu, lors de la sélection du produit pour cette maladie spécifique, changer les spécifications et en prendre un autre. Donc la pharmacovigilance est très importante, surtout qu'elle est souvent faible dans les pays. Donc on a besoin de ces données-là pour pouvoir sélectionner le bon produit. Et vous verrez que dans la formation de la chaîne d'approvisionnement, le bon produit commence par ça. Quel est le bon produit qu'on doit acheter et approvisionner pour le patient? Voilà. D'accord, merci Monsieur Nicolas. Merci vraiment, j'ai été éclairé. Donc, c'est tout pour maintenant. Élodie Dagan. Élodie. Oui, la dernière question, et puis on peut commencer avec le sondage deuxième. Elodie, vous pouvez poser votre question. Ok, bonsoir à tous. Bonsoir. Oui, ma question, c'est merci d'abord pour ce webinaire. C'est concernant le paiement pour le master en gestion de la chaîne d'approvisionnement. Normalement, je devais faire le mois passé. J'ai remarqué que le paiement, normalement, le paiement se fait, la formation se fait sur 2 ans, mais le paiement est scindé sur une année. Je voulais savoir le pourquoi et comment. D'autant plus que la formation est sur 2 ans, pourquoi ne pas payer chaque année pour la formation? Ou bien comment ça se passe et pourquoi c'est sur une année le paiement? Merci. Ça, je pense que c'est des questions administratives que Sayali peut répondre. Oui, Ouais. c'est pas une année, c'est en fait 15 mois. Vous devez payer dans 15 mois, mais on ne peut pas vous donner 2 années pour le paiement parce que le cours, c'est les règles en fait. Donc, vous pouvez me contacter par mail. On peut discuter et on peut faire ce que nécessaire.